Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Cette semaine, à nouveau, une pile assez haute de livres, pour certains terminés, pour d'autres à peine commencés. Et la voici, cette pile. Je suis un peu caché derrière tellement elle est haute. Alors je vais, sans plus tarder, parler de ces livres, dire un peu mes impressions, lire peut-être quelques extraits, et puis ouvrir des pistes à explorer pour la suite pour certains de ces livres, parce que certains sont vraiment au tout début de la lecture, mais d'autres, et c'est là un certain plaisir que je ressens, d'autres sont terminés, et ça fait pas mal de temps que j'évoque James Ellroy, Underworld USA, et toute la trilogie qui précède ce troisième volume de cette trilogie. La trilogie elle-même s'appelle Underworld USA, mais il y avait avant deux autres livres. Et donc, je suis arrivé au terme de cette lecture qui traverse les États-Unis dans une époque qui est celle des années 1960 élargie, puisque le tout début de la trilogie, on est encore à l'époque d'Eisenhower, et dans les années 50, à la fin des années 50, la montée en puissance de Kennedy, et puis à la fin, on est dans les années 1970 et le début de la fin pour Richard Nixon. Donc voilà le cadre, mais on s'est énormément dégagé de ce cadre où on a exploré tous les bas-fonds, Underworld, c'est bien cette idée-là, de la politique américaine, le FBI, un personnage extrêmement important dans toute la série, peut-être celui qui est constant alors que les autres personnages apparaissent puis disparaissent. Généralement, ils sont butés à un moment donné. La plupart, en tout cas, il n'y en a quasiment pas qui tiennent le coup sur toute la série, sauf un qui disparaît à la fin quand même, de manière étrange, qui est le chef du FBI, John Edgar Hoover. Et puis il y a toute une histoire de trafic de diamants qui vient se rajouter à ces histoires politiques avec des gens d'extrême droite, le Ku Klux Klan qui est là, mais des gens d'extrême gauche, des communistes aussi qui parfois ont des relations entre eux un peu étranges et teintées toujours de violence. Alors c'est un livre ou une trilogie foisonnante et à bien des moments j'ai été perdu et j'ai pas tout suivi, qui se termine donc avec la fascination pour une femme qui s'appelle Joanne. Cette Joanne qui tire un peu les ficelles, ou tire des ficelles, pas forcément toutes, parce qu'il y a d'autres femmes qui jouent un rôle important, alors même que, au fond, cette histoire-là est une histoire masculine, mais petit à petit, les femmes jouent un rôle quand même de plus en plus important. Et puis, voilà, justement, un petit chapitre que je vais lire pour conclure, un peu au hasard, le chapitre 129, on est presque à la fin du livre. À Los Angeles, le 1er mai 1972, 1er mai. Des drapeaux rouges remontaient en tourbillonnant Silver Lake Boulevard. Des banderoles à messages politiques s'y mêlaient. Arrêtez la guerre, fierté noire, droit des femmes. Les manifestants détournaient la circulation. Des flics en rogne faisaient des heures supplémentaires. Joanne, la voilà, la fameuse Joanne, observait la scène depuis la terrasse. Les jumelles de Dwight lui offraient une vue rapprochée. Dwight, c'est un des autres personnages importants de cette histoire-là, qui est à l'opposé politique de Joanne et de Karen, ces deux maîtresses, puisque lui est un porte-flingue du FBI d'extrême droite, alors qu'elles sont des militantes de gauche radicale, donc évidemment il y a des choses assez tendues, mais en même temps une attirance qui se révèle. Joanne observait la scène depuis la terrasse. Les jumelles de Dwight lui offraient une vue rapprochée. Elle reconnut des visages du défilé pour la libération des Rosenberg 20 ans plus tôt. Elle allait partir bientôt, ses nouveaux papiers d'identité étaient prêts, elle allait recommencer sa vie sous le nom de Jane Ann Kurzfeld.
Karen aussi était prête à partir. Elle n'avait pas voulu révéler son nouveau patronyme. Elle communiquerait par relais téléphonique. Voilà dans quelle ambiance on est. Elle possédait une somme d'argent confortable. Elle avait donné une somme égale à Karen. Jack se chargerait de gérer le reste. Des voitures contournaient le parcours du défilé. Certains conducteurs klaxonnaient pour la paix. D'autres balançaient des ballons remplis de peace et faisaient des doigts aux manifestants. Un peu une ambiance qui fait penser à l'ambiance actuelle des États-Unis. Le môme avait disparu. Quelque chose le chagrinait lors de leur dernière rencontre. Qui est ce môme? Sans doute le dernier survivant des personnages masculins. Karen était d'accord avec elle. Il est opiniâtre, il a un talent certain pour les coïncidences. Nous lui laisserons nos archives. Et en fait, tout le livre est écrit sur ces archives, du moins c'est ce que prétendent les dernières pages de ce livre, qui se termine maintenant, au moment où donc paraît ce livre, bien après 1972, en 2009, donc bien avant aujourd'hui quand même. Ce maintenant a changé, mais c'est toute une époque qui est retravaillée et à laquelle James Ellroy donne vie, et j'ai aimé parcourir ce monde-là, ce sous-monde, avec vraiment beaucoup d'intérêt, même si j'ai été souvent largué, dans le sens où il y avait énormément de personnages, et que je serais vraiment incapable de vous résumer l'histoire qui nous est racontée. Et cette histoire-là, ou ce monde-là, on la retrouve dans les 2 bandes dessinées que j'ai lues cette semaine. C'est la suite de ce que j'avais évoqué la semaine passée, American Parano, avec à la fois Black House, la 2e partie, et puis Manhattan Trauma, la partie suivante, enfin le volume suivant, parce que c'est une autre histoire qui nous est racontée, et j'espère qu'il y aura une suite, parce que c'est tout récent, je crois. En tout cas, la dernière partie, prix BD Polar 2025. Donc on est l'année 2025, c'est maintenant, ou au moment où je suis en train de parler, donc c'est tout récent. C'est ce monde des États-Unis et de la police, entre autres, avec tous les clichés qu'on peut avoir là autour, est bien rendu. Cette place des femmes, voilà un dessin de celle qui est le personnage principal de cette histoire. Et une femme dans la police, c'est extrêmement rare. Dans Underworld USA, les femmes ne sont pas dans la police, elles se rapprochent des policiers parfois, grâce à leur charme, souvent. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est une vraie policière. Alors, on retrouve une histoire de sataniste dans le premier volume qui se termine par des scènes assez glauques, qui a un côté des religieux qui s'adonnent au satanisme, comme on peut les voir ici, ils font un peu peur. Et puis, ce qui m'a intéressé en lien, là aussi, avec le livre de James Ellroy que j'ai terminé, c'est Manhattan Trauma. Alors, Manhattan, c'est donc New York. Le volume précédent se passait à San Francisco, donc on change de cadre. Notre policière va enquêter sur une autre affaire. Elle va être chargée de protéger un certain Bob comment? Attendez que je retrouve son nom. En fait, Bob Kennedy en vrai, mais là on l'a changé en Bob Cavendish. Ce qui est intéressant, c'est que chez James Ellroy, les noms sont laissés. L'assassinat de Bob B. Kennedy est extrêmement important dans Underworld USA, enfin dans le volume précédent plutôt, American Death Trip. Et ici aussi, c'est cette même histoire. Elle se retrouve, notre policière, donc à devoir le surveiller, ce Bob Kennedy, ou le protéger. Ça ne marche pas très bien, puisqu'effectivement, il se fait assassiner. Et on est aussi dans cet univers de la politique
américaine et cette famille Kennedy, avec ce qu'elle a de trouble, le rôle notamment de la sœur des Kennedy, qui a été victime d'une lobotomie, c'est une réalité, et puis le rôle aussi du père, Joe Kennedy Senior, qui est présenté comme une sorte de patriarche, presque de parrain de la mafia. D'ailleurs, ce personnage-là, toujours dans James Ellroy, est aussi présenté d'une manière extrêmement peu positive, contrairement à l'image que donnent ses fils, tous deux assassinés. Par qui? Là, il y a des mystères qui rôdent, qui traînent. Et puis on a donc la famille de Bobby Kennedy, ses enfants qui s'amusent. Aujourd'hui, l'un d'entre eux s'amuse peut-être avec la santé des Américains, ce qui n'est pas amusant pour eux. Mais entrer dans ces origines de cette Amérique torturée et tendue d'aujourd'hui, eh ben, on peut le faire de différentes manières, par la bande dessinée notamment, ou par le roman policier avec James Ellroy. On peut aussi, dans le roman policier, aller tout à fait ailleurs et rester avec du bon gros, oui, le gros c'est évidemment Bérurier, du bon gros roman policier français avec San Antonio bien sûr. San Antonio, là je suis en train de lire dans cette anthologie, enfin même plus qu'une anthologie, c'est vraiment l'œuvre complète en plein de volumes. Je la lis d'ailleurs dans l'ordre, mais de temps en temps, je ne sais pas si j'arriverai un jour au bout, beaucoup plus vieux, quand je ferai peut-être encore des vidéos, ou peut-être plus, et que je vous parlerai des volumes qui aboutissent au début du 21e siècle. Mais là, on est en 1959 avec ce livre-là. Prenez-en de la graine. Et bon, on a toujours du San Antonio classique. Il s'en va aux Pays-Bas, il se retrouve un peu par hasard aux Pays-Bas, à participer au vol d'un tableau, mais sans trop savoir que c'est un vol de tableau. Et puis évidemment, il rencontre une jeune fille avec qui il se passe des choses, parce qu'il se passe toujours des choses avec les jeunes filles chez San Antonio. Même Bérurier, qui l'accompagne d'ailleurs, a une aventure, si l'on veut, pendant que sa femme avec le coiffeur. Enfin, on a tous les leitmotifs du San Antonio qui se retrouvent, avec évidemment ce style qui est toujours le même. Et il y a toujours ce plaisir. J'en reparlerai, parce que j'ai tout à fait terminé cette lecture-là. Mais San Antonio, ça reste San Antonio, même si peut-être qu'on n'est pas encore à la pleine maturité et au délire le plus fou. Dans celui-là, je trouve que peut-être qu'on aurait aimé qu'il se lâche encore plus. Il le fera, peut-être ce sera par la suite. Changeons complètement de style avec les autres livres dont je vais parler. La place des femmes, on l'a vu, est importante dans les 3 livres précédents. Alors elle est chez San Antonio un peu problématique quand même, et un peu moins quand même dans American Parano, puisque le personnage principal est une femme qui parvient à entrer dans la police. Le texte suivant, ou les textes suivants, sont ceux de Annelise Grobetti, Belle dame qui mord. Ce sont des récits, des textes courts, regroupés par cette autrice suisse, il y a déjà pas mal d'années, dans les années 1990, précisément en 1992, donc ça date un peu, et pourtant, il y a une force de l'écriture qui reste présente dans des histoires brèves de femmes qui sont dans ce qu'elle voulait appeler l'endouleur en un seul mot. Ça aurait
dû être le titre, ça ne l'a pas été, c'est Belle Dame qui mord. Pourquoi? C'est les éditeurs qui n'ont pas voulu, l'endouleur. Pourtant, ça aurait été un beau titre. Alors, Belle Dame qui mord, c'est le titre de la dernière de ces nouvelles qui sont écrites avec beaucoup de poésie et même de la poésie formellement poétique. Voilà une page, par exemple, où on voit que la page elle-même est poétisée et la typographie joue ici. Non, 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 non. Elle, la reine de la nuit, non, 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 non. On ne les voit plus derrière, yeux grands ouverts d'un corps sur le noir, sur le vide. Le monde s'éteint, étreint dans l'écharpe orange du ciel noué, serré, et le froid qui lappe les joues tièdes, le nez, les lèvres, petite nacelle larguée dans le glacial et le ciel comme un toit glacé sur la tête, aussi loin qu'on entend le frémissement de la neige qui se retend sous le froid abandonné posé à 2 doigts de l'abîme. Les gouttes de la nuit qui tombent en tempête, une à une, sur la poitrine, la faisant sursauter, ces craquements énormes qui se rapprochent de la luge et qui la font hurler « Ah, 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 ah !» C'est « Ah, ah, ah !» c'est ces petites lettres qu'on a en haut de la page. Alors ça, c'était un petit bout d'un texte qui s'appelle Polia l'après-midi, à chaque fois un nom de femme, Liviane en avril, souvent des noms étranges d'ailleurs. Anka 1943 qui nous raconte une sorte de témoignage d'une femme en Pologne en 1943 justement, évidemment dans les années les plus dures. Abélie, vendredi. Avec des histoires parfois très dures, et souvent quand même très poétique, une présence de la nature aussi, qui vient donner un cadre à la fois beau et violent parfois aussi, à ces textes. Allez, lisons-en un petit bout, j'ai juste envie d'effleurer. J'ai pas forcément tout compris en lisant ça. Ce sont des nouvelles, mais qui sont dans un langage qui fait que, au fond, on se laisse prendre par une musique poétique, mais tout d'un coup qui tourne au drame. Et ces femmes racontent leur souffrance de l'intérieur. Beau pays de pluie, insinué dans ses chemins moites, comme un chenal, pays de repas gras sous les pas juteux pays. Noélie avait grandi dans la vapeur de ces marécages tout proches, pieds froids, vaillantes, goutte au nez, grandi au milieu de leurs humidités mêlées dans la chambre le soir, et grandi avec ses petites flaques sous la table de la cuisine, quand les cuillères tapaient le fond de l'assiette jusqu'à la dernière goutte de soupe brune. Joue où tu veux, mais pas à traîner dans les jambes des grands, ici sur le chemin ou devant le jardin, ou dans le bois de bouleau, mais pas là-bas, pas vers les marais. Attention. Grandis sur le chemin fangeux, sur la terre noire, entre les troncs clairs, la pluie dans ses narines, épatée sur ses cheveux torchis et ses ongles gris qui pèlent l'écorce des bouleaux peau à peau, avec pour plus fidèle compagne la pèlerine de laine brune. C'est où sous les écorces c'est là, disait-elle, qu'elle entendait le mieux les chants quand on lui demandait où elle apprenait ça. Vous voyez cette présence de la nature, de l'enfant, avec des petits poèmes, feu follet, lait de vache, va chercher, généreux. Pas mal d'inventivité aussi. Et puis, des histoires cruelles. Myrte à la tombée du jour, l'histoire d'une femme qui voit petit à petit chez elle, on ne sait pas exactement où, arriver des étrangers. Et cette jeune femme, qui ne va quand même pas se donner à des étrangers, petit à petit vieillit, ne trouve pas de mari et s'aigrit. Ce qui est intéressant, c'est que les étrangers
dont elle parle au départ, c'est des gens comme moi. Myrthe, vous savez, était très appréciée, une femme si dévouée, dévouée. Les premiers étrangers à venir s'installer au village, les fribourgeois. Des benets, ces zotzés. Et qu'est-ce qu'on en pouvait s'il n'y avait pas assez de travail chez eux? N'avait qu'à se débrouiller. Mais elle se taisait. On ne sait jamais si l'un ou l'autre avait voulu. Puis après les fribourgeois viendront les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Turcs, les Africains. Et aucun ne voudra d'elle. Elle ne voudra, elle non plus, d'aucun. Et une douleur interne se transformera en violence, en cruauté. Voilà, c'était quelques impressions de textes qui sont justement assez impressionnistes. Belle dame qui mord. Il y a effectivement de cela dans ces textes-là, de Anne-Lise Grobetti. Il me reste 2 livres à évoquer. L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, un roman récent et court qui nous emmène, là je l'ai presque terminé, pas tout à fait, donc j'en reparlerai quand même, qui se passe à Gaza. Évidemment, Gaza, aujourd'hui, est un lieu où nos regards sont braqués, regards qui sont effarés par ce qu'il s'y déroule et qui cherchent à comprendre et à compatir avec la souffrance. C'est pas toujours si facile que cela. Et ce livre-là, ça n'est pas un livre vindicatif et vengeur et qui appelle à une forme de compassion un peu trop politisée, comme c'est parfois le cas. Non, c'est une histoire qui est à la fois belle et extrêmement douloureuse, parce que cela remonte. Cet homme qui lisait des livres est un homme déjà âgé, qui a vécu les souffrances infligées au peuple palestinien et au peuple de Gaza en particulier, qui a vécu l'exil, et puis la guerre, et puis les intifadas qu'il a vécu dans sa chair, avec la mort de gens extrêmement proches d'un enfant, notamment d'un frère, etc. Et puis qui s'accroche aux livres. Et évidemment, l'homme qui lisait des livres, je ne peux que m'y identifier, même si je ne suis pas cet homme-là, et que je n'ai jamais connu des souffrances aussi terribles que celles qu'il a traversées. Et cet homme parcourt sa vie, raconte sa vie à un narrateur qui d'ailleurs est tutoyé, enfin il y a un tu au départ, qui est le personnage dont on ne sait pas trop qui il est, à qui notre homme qui lisait des livres raconte sa vie, au rythme des livres aussi. Il tient une bouquinerie et au milieu des livres, il raconte ce que les livres ont été pour lui. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que une partie importante des chapitres porte des titres de livres qui comptent. La terre nous est étroite, Bilal el-Sheikh. Évidemment, là, je ne connais pas forcément tout, mais il y a aussi des grands classiques, où c'est des lieux, je crois, c'est les camps de réfugiés, si je ne me trompe pas, la légende des siècles, Akabat Jabr, oui, je crois que ce sont les lieux qu'il fréquente. Vous voyez tout d'un coup des titres qui, évidemment, nous parlent et qui sont ce qui permet à cet homme de survivre, si c'est un homme. Si c'est un homme, évidemment, le texte de Primo Levi, lu par un Palestinien, a un sens qui devient extrêmement fort. Jabalia, voilà encore des lieux. Toujours à Jabalia, le livre de Job, etc. Et on parcourt cette vie à travers les livres. La maison du retour, Gaza. Gaza. Chronique du figuier barbare. 100 ans de solitude,
Israël, prison, parce que notre personnage va se révolter et va être emprisonné. J'en reparlerai parce que j'ai presque terminé ce livre, mais pas tout à fait, donc je garde peut-être sous la main quelques passages quand je l'aurai terminé. Et je vais évoquer un dernier livre pour finir, même si là aussi je ne vais pas y passer beaucoup de temps, parce que je n'ai quasiment pas lu du tout ce livre. J'ai lu un avant-propos subjectif, voilà, comme c'est noté, de Apocalypse cognitive de Gérald Bronner, un livre qui s'interroge sur nos capacités cognitives et qui interroge le rôle des réseaux, des IA, etc. là-dessus. Alors je ne vais pas entrer dans l'analyse de ce livre-là, avant-propos subjective, une époque formidable. Voilà, c'est l'époque précédente, c'est peut-être pas l'époque actuelle. Et une citation de Raymond Aron ouvre le livre. Peut-être la suprême vertu en notre siècle serait-elle de regarder en face l'inhumanité sans perdre la foi dans les hommes. Inhumanité des machines, peut-être, qui joue un rôle dans cette apocalypse cognitive. J'en parlerai plus tard parce que je ne sais vraiment pas exactement ce qu'il entend précisément par là. Mais inhumanité des hommes à Gaza, mais humanité de l'homme qui lisait des livres. Humanité des femmes et inhumanité aussi peut-être des femmes, avec Belle Dame qui mord, et puis ces soubassements américains notamment qui m'ont occupé cette semaine. Revoilà la pile dont j'ai traité cette semaine. La semaine prochaine, je ne sais pas si la pile sera aussi importante. On ne parlera pas de James Ellroy, à moins qu'il me vienne la lubie d'en lire un autre, mais je pense pas. On reparlera un peu de Rachid Benzine, on reparlera sans doute de Gérald Bronner. Il y a Gérard de Nerval et Nelly Ponce dont j'ai parlé la semaine passée, mais je ne les ai pas touchés cette semaine. Mais ça va revenir, il y aura San Antonio, ça c'est sûr, peut-être des BD, je ne sais pas. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.